David Chaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat international, anciennement au ministère des Affaires étrangères israélien. Alors aujourd'hui, Israël s'est dit confiant que la Cour internationale de justice rejettera les allégations sud-africaines selon lesquelles la guerre de Gaza équivaut à un génocide contre les Palestiniens. Pour commencer, David Chaoui, qu'en pensez-vous? On peut être plutôt confiant? Oui, alors, la position israélienne, oui, elle prête à confiance, mais il faut regarder dans quel contexte elle s'inscrit. En effet, les Israéliens, statistiquement, les chances que la Cour de justice internationale de la Haye prononce au final une condamnation pour génocide à l'État d'Israël, elles sont assez basses, hein. Ce serait vraiment, je ne vais pas rentrer dans toutes les raisons pour lesquelles ce serait vraiment faire du droit international la risée absolue du monde entier. Par contre, c'est un jugement qui ne sera pas prononcé avant 3, 4, 5 ans, voire plus. Et donc, si vraiment on devait exprimer notre souci par rapport à cette procédure, c'est pas tant la condamnation finale que le risque que nous avons par rapport à demain, à savoir de mesures provisoires qui ordonneraient à Israël d'opérer un cessez-le-feu immédiat, une cessation des combats dans la bande de Gaza. Et ça, c'est quelque chose qui, au vu un peu des motivations euh, qui ont qui ont poussé cette procédure et de la façon dont l'audience s'est déroulée est un peu moins certain du point de vue israélien. Justement, la décision de demain pourrait ralentir, voire complètement arrêter l'opération militaire à Gaza qui vise à annihiler le Hamas. Alors, certainement, si on devait voir une mesure provisoire prononcée par la Cour de justice internationale, et j'insiste que ce n'est pas encore garanti, mais si cela devait avoir lieu, son intention avérée serait d'arriver à un ralentissement ou une cessation des combats. Est-ce qu'Israël obtempérerait dans les mêmes termes? C'est loin d'être certain. Je rappelle à nos auditeurs que la Cour de justice internationale a compétence pour dire le droit euh, dans le forum international, mais elle n'a pas un service de police, elle n'a pas de branche exécutoire qui va s'assurer que ce droit qu'elle prononce sera respecté par les États membres. Et donc pour cela, elle compte soit sur les États membres eux-mêmes, soit sur le Conseil de sécurité qui, lui, pourrait prononcer une décision selon laquelle Israël doit respecter la décision de la Cour de justice. Et on peut croire, on peut estimer que là, elle s'opposerait à un veto américain. Et donc, on retourne, si vous voulez, du droit vers le politique. Cette espèce de va-et-vient entre le forum du droit et le forum du politique, c'est quelque chose qui caractérise typiquement le droit international et on a un exemple là. Alors, l'Afrique du Sud, depuis ce dépôt de plainte, s'est clairement rangée du côté du Hamas, allant jusqu'à accueillir une délégation de l'organisation terroriste quelques semaines après les massacres. Une enquête du Jérusalem Post a révélé que le soutien de Pretoria au groupe palestinien va encore plus loin qu'on ne le pensait, avec des banques sud-africaines impliquées dans le financement du mouvement terroriste. C'est une preuve de plus que ces accusations sont tendancieuses. Oui, en gros, oui. Écoutez, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre le contexte dans lequel le mouvement anti-apartheid sud-africain a évolué. Nelson Mandela, qui est une grande figure du XXe siècle, a commencé sa carrière de freedom fighter, de combattant pour la liberté, dans le cadre d'un groupe paramilitaire quasi terroriste. Et en cela, il participait aux mêmes camps d'entraînement, aux mêmes infrastructures un peu de support qui caractérisaient tous ces mouvements-là dans les années 60-70, des castristes de Cuba à la bande Abadère en Allemagne et autres. C'est pas pour essayer de dépeindre une espèce de conspiration islamo-gauchiste comme certains le prétendraient, mais pour juste vous donner un exemple très très concret, il y a eu récemment une interview de l'ancien ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, qui lors de sa première rencontre avec Nelson Mandela, celui-ci lui demande quand est-ce que vous allez accorder la souveraineté aux Palestiniens. L'ambassadeur lui demande mais pourquoi cette obsession avec les Palestiniens? Il y a plein d'autres causes. Et Nelson Mandela lui répond, quand j'étais en prison et que l'Occident bienveillant me tournait le dos, j'ai trois chefs d'État qui sont venus me visiter s'occuper de moi. C'était Muammar Kadhafi, Fidel Castro et Yasser Arafat. Et moi, je n'oublie pas mes amis.
si vous voulez, à partir de ce moment-là, dès sa naissance, le mouvement anti-apartheid, le mouvement de libération sud-africain, il avait comme partenaire dans le combat ces personnages-là, dont les Palestiniens les plus radicaux. Et c'est pour cela qu'une espèce d'alliance naturelle avec le Hamas, elle a pu voir le jour. Donc en effet, ça fait un très mauvais partenaire de lit, comme disaient les Anglais, mais c'est la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, et à cela, il faut savoir faire face. L'Afrique du Sud enfin, se met à dos beaucoup de monde parce que pour revenir à cet argent qui était dans les banques sud-africaines, on parle du fait que les flux d'argent passeraient notamment par la fondation Al-Quds, la fondation Al-Quds qui est sanctionnée par les États-Unis et interdite par Israël. Tout à fait. Tout à fait, absolument. Malheureusement, tout le monde, même en Occident, ne voit pas nécessairement les choses comme ça. Vous avez de plus en plus une dichotomie qui est en train de se faire entre les États eux-mêmes, donc la République française, le gouvernement fédéral américain, qui voient en le Hamas une organisation terroriste à part entière. C'est ainsi qu'elle apparaît sur les listes et dont l'appareil judiciaire sait se mettre en place afin de les sanctionner, d'empêcher le transfert de fonds. Mais vous avez quand même de plus en plus des mouvements populaires, notamment venant de la gauche, une certaine jeunesse pro-altermondialiste que sais-je, qui ne voient pas en le Hamas et en ses proxys et en ses partenaires un mouvement terroriste, mais un mouvement de libération. Et donc, l'Afrique du Sud, si vous voulez, elle se met les gouvernements à dos, ou en tout cas, elle s'inscrit dans une politique qui est contraire à celle des mouvements occidentaux, mais elle est également en train de connaître un certain soutien auprès de certaines masses populaires, des millennials. Et donc, là aussi, à la guerre sur le terrain, c'est superposer une guerre juridique. Et maintenant, sur le fond de cette guerre juridique, il va y avoir un nouvel aspect de la guerre de communication qui oppose le Hamas à Israël, cette fois-ci par le biais de l'Afrique du Sud. Donc demain à 13 heures en Belgique et 14 heures en Israël commence cette consultation et on aura le verdict quelques temps après. Si verdict positif il y a, est-ce qu'on peut considérer ça comme une petite victoire pour Israël face à l'opinion mondiale? J'ose espérer que oui. J'ose espérer que oui. Le revers de cette médaille, c'est que ceux qui ont grandi ou évolué dans les 15-20 dernières années à répéter bêtement le slogan de Israël apartheid, Israël génocide, verront dans ce que vous appelez une décision positive de la Cour, une preuve que des forces politiques obscures auraient influé sur elle. Donc, de toute façon, comme je vous le dis, ça va être à la guerre des images, à la guerre de communication, de venir se superposer à la décision de la Cour, que celle-ci soit en faveur d'Israël ou contre celle-ci. On le sait depuis quelques semaines, Israël se prépare énormément face à cette audience. Ils sont prêts. Ah oui, certainement. Ils ont, j'ai envie de dire, pour la première fois dans l'histoire récente, Israël a vraiment décidé de prendre à bras le corps une accusation fallacieuse présentée devant une autorité judiciaire internationale, mais elle a vraiment décidé de présenter son cas. Elle a réuni autour d'elle vraiment les plus grandes sommités du droit international, à commencer par Aaron Barak qui siège dans la Cour, à continuer par les experts judiciaires qu'elle a pris à ses côtés. Donc, on a vraiment cette fois-ci Israël qui a décidé de prendre la chose au sérieux. Je pense qu'il ne peut en sortir qu'un résultat meilleur que ce que cela aurait été autrement, ça c'est certain. David Jaoui, je rappelle que vous êtes avocat international et anciennement au ministère des Affaires étrangères israélien. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci à vous et bon courage.